professionnelle. Jusqu'ici, sans succès. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et on vient d'apprendre, suite à la réalisation de ce reportage, que l'expertise médicale menée sur Dominique Engelbert conclut. Gilles, on va passer à la chronique sport maintenant, qui aborde une question délicate et assez rarement débattue, c'est de savoir à quoi servent les psychologues du sport. Mais on va commencer par un saut dans le passé, votre minute helléniste, puisqu'on va à la rencontre du poète grec Ésope, qui est en pleine discussion avec deux lutteurs. Allons-y pour la culture. Bon, situons la scène, on se trouve à Delphes, 6 siècles avant Jésus-Christ, et on a Ésope dont on ne sait pas bien grand-chose en fait. Oui, on sait qu'il est poète, on sait qu'il est fils d'esclave, voilà. On sait qu'il est très laid, et là il se trouve en discussion avec deux lutteurs qu'on imagine très beaux. Et Ésope leur demande, lequel de vous deux est le meilleur? Moi, répond le vainqueur, sans quoi j'aurais pas remporté la victoire. Idiot que tu es, reprend Ésope, quel mérite y a-t-il à battre un plus faible que toi? Alors, c'est un curieux échange, vous êtes d'accord, mais qui situe bien la difficulté de mener cette profession d'athlète professionnel, en fait, puisque à chaque fois qu'on remporte une victoire, eh bien, on aura tendance à la déprécier, puisque forcément, on a battu un plus faible que soi. Et on reporte chaque fois son ambition, mais aussi son angoisse sur les compétitions à venir. Donc, on est toujours dans la perspective des événements qui vont arriver, et pas du tout dans la satisfaction de ce qui s'est produit. Et donc, c'est une situation difficile. On peut éventuellement avoir à ce moment-là le besoin d'un spécialiste et consulter un psychologue du sport. C'est une situation qu'avait aussi parfaitement bien identifié la personne que vous allez voir à l'écran et que vous allez peut-être reconnaître. Lino Ventura. Mais oui, parce que tout le monde sait qu'avant d'être acteur, il a été catcheur, excellent catcheur d'ailleurs, champion d'Europe de catch à l'époque où le catch était un véritable sport. Ça a été un sport le catch. Ah ben oui, là par exemple il a arrêté sa carrière. Lui a arrêté sa carrière parce qu'il s'était fracturé la jambe sur le ring, et donc on ne faisait pas semblant. Et donc lui explique très bien, avec beaucoup de lucidité, que chaque victoire dans le sport conduit vers la défaite. Et c'est inéluctable. Et parce que les carrières sportives sont assez courtes dans le temps, et puis on oublie les champions et ils sont remplacés par d'autres champions. Il y a une versatilité du public qui est étonnante. On pourrait donner un tas d'exemples, mais les Jeux Olympiques de Londres 2012, c'était il y a 8 mois. La France avait remporté 11 médailles d'or. Qui se souvient du nom de ces athlètes? Oui, peut-être un ou deux. Ouais, mais là... Estanguet. Ouais, bon. On n'a pas beaucoup de temps, on va pas commencer. Allez, 3, je pense que j'arriverai à 3. Moi. Autre question. À la fin du mois de janvier, s'est terminé le Vendée Globe. Qui a gagné le Vendée Globe? Gabard. Ouais, bravo. Ouais. Mais bon, ça vient un petit peu en C'est parce que vous le faisiez aussi. Non, mais j'ai déjà eu la chronique, j'ai eu le temps de réfléchir. Mais donc, il y a cette difficulté pour ceux qui font l'objet de ces phases d'adoration, mais d'oubli aussi, de gérer ça. Imaginez-vous la situation suivante. Vous êtes joueur de tennis professionnel, par exemple Pete Sampras, vous avez battu tous les records de la discipline, vous prenez votre retraite, et dans les années qui suivent, voilà qu'un autre joueur, Roger Federer en l'occurrence, vous dépouille de tous vos titres. C'est pas facile à vivre. Même chose pour Ronaldo. Alors là, je pense au Ronaldo, le footballeur brésilien. Il se fait remplacer à la pointe de l'attaque du Real Madrid par un joueur aussi talentueux que lui, même peut-être plus, qui en plus porte le même nom. Donc ça veut dire que pour le premier Ronaldo, eh bien, il est à la fois oublié, et maintenant quand on utilise son nom, c'est pour désigner un autre que lui. Alors il y a une branche de la psychologie qui s'est spécialisée justement dans le soutien de ces athlètes de haut niveau. Il y a une dizaine d'universités en France qui proposent des masters ou des diplômes universitaires en psychologie du sport pour aider les champions à surmonter cette phase délicate et dangereuse pour eux. Oui, donc la phase de la retraite, parfois on a besoin de consulter, puis il y a d'autres moments aussi pour mieux gérer le stress, pour éventuellement améliorer la cohésion dans l'équipe. Il y a des tas d'exercices de visualisation, tout ça qui peuvent aider les sportifs. Et puis autre chose encore, c'est que par le biais de cette introspection, on peut essayer de cibler quels sont les ressorts de son attachement au sport. Parce que c'est pas anodin de choisir la carrière de sportif professionnel, ça nécessite énormément de volonté, des sacrifices, de l'abnégation, etc. Donc il faut un moteur très puissant pour vous guider vers cette carrière. Et lorsqu'on fait l'analyse et qu'on va fureter dans le passé de chacun, on s'aperçoit souvent qu'il y a des éléments constitutifs qui ont permis justement de libérer toute cette énergie, toute cette rage, et parfois ça peut être un traumatisme de l'enfance ou un besoin de s'affirmer, une quête de reconnaissance, ou alors une revanche sur la vie, sur des drames qui vous ont éventuellement atteint dans votre enfance. Alors vous allez nous parler de Jules Ladoumègue, qui est selon vous le plus grand champion français de l'histoire de l'athlétisme. Oui, j'espère que ni Michel Jazzy ni Alain Mimou ne nous regardent, mais effectivement Jules Ladoumègue était le meilleur coureur du monde en 1930. Il détenait tous les records sur 1000 et 2000 mètres, c'est lui que vous voyez à l'image, et il a une vie, donc à l'instar de ce que je disais, une vie à faire pleurer les pierres.
Quelques jours avant sa naissance, son père meurt écrasé sur les quais à Bordeaux, où il travaille comme docker, donc écrasé par un bloc de bois qui s'est détaché d'une grue. 2 semaines après sa naissance, sa mère meurt dans l'incendie de la maison familiale, duquel il réchappe lui-même de justesse. Et donc on peut imaginer que ces drames ont nourri chez lui cette fameuse soif de revanche sur la vie, et peut-être l'ont aidé à mener cette extraordinaire carrière sportive qu'on lui connaît. Autre motivation, celle du jeune Jean-Louis Hézine. Ouais. On le connaît plus comme écrivain que comme sportif. Hein. Je ne savais pas du tout qu'il était sportif, Jean-Louis Hézine. Écoutez, il faut lire ce bouquin. Donc son dernier livre, ça s'appelle Les Taiseux. C'est une autobiographie où il parle de son enfance. Une enfance misérable, hein, donc d'une pauvreté d'une part, et aussi parce qu'ils font un ménage là, donc avec sa mère et son beau-père et le jeune Jean-Louis Hézine, où on ne se parle pas, d'où le titre du roman Les Taiseux. Et il explique qu'il rêve d'un père qu'il a totalement idéalisé, qui viendrait l'arracher à cette vie cauchemardesque. Et pour cela, il faut qu'il se fasse reconnaître par son père. Et il s'y prend de la façon suivante, c'est qu'il se met à la course à pied. C'est pas tant qu'il adore ce sport, mais c'est qu'il est doué pour la course à pied et qu'il a compris qu'en remportant des victoires, il aura éventuellement sa photo publiée dans le journal, et il imagine, il rêve la situation suivante où le père feuillette le journal, tombe sur la photo de son fils, revient et puis il arrache à ce cauchemar. Donc c'est le métier des psychologues du sport de mettre tout ça à jour. Oui, c'est un métier assez passionnant, avec des situations parfois difficiles à gérer. Imaginez la situation suivante. Par le biais d'une introspection bien menée, la personne cible parfaitement quels sont les ressorts de son attachement au sport. Imaginons par exemple un joueur de tennis qui comprend qu'en réalité il n'aime pas le tennis, mais il joue pour faire plaisir à son père ou à son entraîneur. Ça a été assez courant dans le tennis. Ça existait, on pense à Agassi. Connors, c'était ça. Voilà. Et donc, à partir de là, s'il fait parfaitement la lumière sur ce qui constitue les sources de sa motivation, il pourrait aussi être tenté d'arrêter. Oui, mais pour un sportif professionnel, arrêter sa carrière, c'est quelque chose qui est difficile, c'est un choix qui est douloureux. Même chose pour le thérapeute qui s'occupe de lui. Donc c'est un métier difficile, et par moment, c'est peut-être pas la majorité des cas, mais par moment il peut arriver ceci, c'est qu'il y a une alternative entre le fait de soigner la personne ou de soigner la performance, et les deux ne vont pas toujours de pair. Merci beaucoup. beaucoup.